Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, c'est cool. On n'enregistre pas le soir pour une fois, c'est le week-end. J'ai bu 4 cafés, je suis au max. D'accord, ça c'est vraiment notre running gag. En fait, à tous les épisodes, on parle de à quel moment on enregistre. Et du coup, moi, ça me... sur le dernier, je l'ai réécouté tout à l'heure et j'étais en train de me dire, il faut que j'arrête de dire des trucs comme ça. Et du coup, c'est toi qui l'as dit cette fois. Ouais. En fait, moi, j'évalue mon niveau de forme à peu près à quand on enregistre, quoi. Donc, 18-19 heures, il n'y a rien. Là, je suis presque trop... Trop opérationnel. Ouais. Tu vas avoir plein de questions, c'est super. Exactement. Aujourd'hui, on reçoit Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Comment ça va tu te très sens ? bien. Un peu stressée, mais ça va. C'est normal, mais ça va passer, t'inquiète pas. De toute façon, c'est une discussion. Si t'as pas la réponse, c'est pas grave. C'est comme tout. On sera hyper Voilà. déçus, mais... Ouais, voilà. Donc, tu nous fais une thèse en biogéochimie marine. Ouais, tout Ça, à fait. C'est ce qui est écrit dans Ouais. ton sujet. Tu le fais au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, donc le LEGOS, à Toulouse, à Ouais. l'université de Toulouse 3, si c'est la bonne information et qu'il n'y a pas eu de fusion entre-temps. Oui, c'est bon. Tu as commencé ta thèse il y a 1 an et demi, donc en octobre 2023, et tu es encadré par le directeur de recherche François Lacan. Ouais, tout à fait. Ok, super. Capucine, d'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait avant ta thèse pour te dire, tiens, j'ai trop envie de faire une thèse en biogéochimie marine. Ouais. Et ça part de très loin. J'ai fait un bac scientifique, mais j'étais aussi en bac plus littéraire en espagnol. Enfin, donc j'ai toujours été un peu adoré un peu toutes les disciplines. Et donc, après le bac, j'ai intégré Sciences Po Bordeaux, en fait. Et j'ai fait Ok. 5 ans d'études en sciences politiques. Et je me suis vite rendu compte que quelque chose me manquait, enfin que j'avais envie d'être du côté scientifique. Et donc, j'ai repris en parallèle des études en sciences de la terre à Bordeaux, puis Ok. en sciences de la mer. Ok. Et c'est comme ça qu'après un long parcours, je suis arrivée en océanographie, Ok, un peu décousue. un peu décousu. Ok. Ouais. Et pourquoi tu es allée à Toulouse pour faire ta thèse, du coup ? C'est parce qu'il n'y avait pas de sujet à Bordeaux qui t'intéressait ou... Ouais. Oui, quand j'ai cherché, je cherchais du coup dans un domaine assez spécifique, notamment des mesures des éléments traces métalliques dans l'eau de mer. Et il n'y avait pas de sujet particulièrement cette année-là à Bordeaux, donc j'ai cherché un peu autour, à La Rochelle, à Toulouse. Et voilà, ça me disait bien. Ok. Et ta thèse, t'as postulé sur un contrat qui était déjà financé ou t'as passé un concours ou ça s'est passé comment ? J'ai passé un concours de l'école doctorale, donc c'est un financement ministériel. Ok. Que tu as eu. Félicitations, c'est très bien de les avoir. Ouais. Nous aussi, on l'a passé ce concours. On Ouais. l'a pas eu. Ouais, mais on le voulait pas. Alors moi, je le voulais. Hein. J'étais juste Non, mais nulle. je dis ça comme un rat, je dis pas de soucis. Et du Ouais, coup, tu as c'est fait beaucoup d'années d'études avant d'arriver à ta thèse, si tu as fait d'abord du Sciences Po et... Ouais, ça s'est un peu chevauché. Ok, J'ai fait 7 ans en tout. ok. J'ai, Ça reste à peu près classique en soi. ouais, j'ai 3 ans qui sont chevauchés Ouais, un d'accord. peu. Mais ouais. Ça faisait un gros planning, quoi, certaines années, j'imagine. Ouais, oui. Un peu un rythme prépa. Enfin, j'ai pas Ouais. fait de prépa, mais j'imagine que c'est un rythme prépa. Mais après, c'est différent. Je savais que ça me plaisait, qu'il fallait juste avoir en quelque sorte la moyenne pour passer. Enfin, Ouais, je pense ok. que c'est complètement différent de la prépa. Mais ouais, c'était un gros rythme. Mais les deux me plaisaient. Et j'étais bien avancée dans mes études de Sciences Po, donc j'avais un peu peur de tout laisser tomber pour Ouais. reprendre une L1. Enfin, voilà. Normal, ouais. Ok. Et du coup, t'as pu faire t'as pas eu de possibilité de te faire un genre de passerelle. T'es reparti à zéro quand t'es parti en biologie. Ouais, en géologie. Ouais, en géologie. Oui, mais c'est le début Oui. des sciences de la vie et de la terre. Oui, c'est la oui, première c'est année. sûr. Ouais. Non, enfin, c'est trop, c'est un peu trop hors norme pour qu'il y ait des passerelles qui existent. Mais par contre, j'ai eu des aménagements un petit peu à la marge. J'avais le droit de choisir mon groupe de TP ou de TD pour essayer de faire coller mes emplois du temps, des choses Ouais, comme ok. ça. Bon, c'est cool déjà. Ouais. Stylé. Ok. Et pas de regret, ça te manque pas Sciences Po ? Non, ça me manque pas du tout, mais j'aimerais bien réussir à l'intégrer plus tard dans ma carrière. Enfin,
mais je verrai comment ça se fait. Enfin, c'est un peu dur de voir ce qu'on pourrait faire. C'est un peu un mystère pour moi, mais j'aimerais beaucoup faire quelque chose de pluridisciplinaire. Mais je pense que ça s'affinera au fur et à mesure. Et là, j'ai que 24 heures, donc dans une journée, du coup, je me concentre pour l'instant sur le côté scientifique et j'essaierai de revenir un peu vers ça au fur et à mesure. Okay. Tu as une thèse à soutenir déjà. Ouais, voilà. Après, on verra. C'est déjà pas mal. Beaucoup d'expérience, beaucoup de trucs à faire. Bon, normal. On va décortiquer un peu ton titre de thèse. Je vais essayer de le lire sans faire de faute, mais bon, on me connaît maintenant. Pour Prends les le temps. Ouais, les auditeurs et les auditrices savent qu'à chaque fois, je me mets la pression, après je panique et j'ai des problèmes de prononciation. Voilà, exactement. C'est QFD. Après, on triche tellement avec le montage qu'on dirait que c'est parfait à chaque fois, donc t'inquiète. C'est parce que tu triches. Du coup, ton titre, c'est « Apport des isotopes de fer pour l'étude des cycles biogéochimiques océaniques dans les régions contrastées Pacifique équatorial, Atlantique Nord et Océan Austral ». Ouais. Ok. J'ai même pas triché au montage, là. Hein. Non, je l'ai dit d'une traite, tout parfait. Il est juste clean. Voilà. Première question qui va être... Ça va rentrer direct dans le vif du sujet, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est un isotope ? Ouais. Un isotope, c'est un élément chimique. Donc, c'est un élément, il y a le même nombre de protons, mais il y a un nombre de neutrons différents. Tous les éléments chimiques n'ont pas des isotopes, mais le fer en a 4. Par exemple, moi, je travaille sur le fer. Donc, il y a le fer 54, 56, 57 et 58. Et donc, ce qui les différencie, c'est le nombre de neutrons. Mais globalement, les propriétés chimiques sont les mêmes. Ok. Donc c'est un atome de l'élément périodique et juste il lui manque des neutrons, c'est ça l'idée ? Ouais. Okay. Oui, il a un nombre de neutrons différent. Et il y en a qui ont énormément d'isotopes, d'autres qui n'en ont pas, et le fer en a 4. Ok. C'est comme une version instable du même élément, en quelque sorte ou... Ça peut être instable, mais là, le fer est un isotope stable. Ok. Donc, il ne bouge pas dans le temps. Et par exemple, il y a des isotopes qui sont instables, donc radioactifs ou radiogéniques, et eux qui se désintègrent ou croissent dans le temps. Et on peut penser à l'uranium, par exemple. Ouais. Voilà. Oui. Le plutonium, Marie Curie, tout ça. Bah, le carbone, c'est quand même le plus utilisé aussi. En géologie, je pense. Ouais. Ok. Tu travailles en biogéochimie. Et moi, je ne sais pas exactement. Je pense que j'ai une idée globale de à quoi ça correspond. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la biogéochimie ? Ouais. Alors, la biogéochimie, ça étudie le cycle des éléments chimiques, mais avec l'interaction avec les organismes vivants. Donc, par exemple, le cycle d'un élément chimique dans l'océan, par exemple, du fer, il va être modifié, impacté par l'assimilation du fer par le plancton. Et donc, c'est pour ça qu'on étudie à la fois cet élément chimique, mais son interaction avec toute la partie biologique. Ok. Parce que du coup, de base, il est censé être disponible, on va dire, dans l'eau, et il est capté par le plancton, et du coup, il est plus dans le circuit. Enfin, il change un peu de circuit pour être assimilé. Ouais, c'est ça. Ouais, et il peut changer de phase, par exemple. Donc, on peut passer du dissous, donc le liquide, au particulaire, le solide. Ça va être des transformations du cycle chimique d'un élément. Et ça peut, par exemple, être généré par le plancton. Ok. Et le plancton, du coup, il le conserve le fer à l'intérieur, il l'excrète pas. Ouais, il le conserve. Et quand lui-même va être mangé, par exemple, mais là, on va avoir un retour du fer dans le milieu. Ok. Et tu étudies ça dans plusieurs océans, du coup, Pacifique, équatorial, Atlantique Nord et Océan Austral. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler les géolocalisations à peu près de ces trucs ? Ouais. Donc, Pacifique équatorial, j'étudie des échantillons d'eau de mer et des aérosols, donc les poussières dans l'atmosphère, qui viennent d'une campagne qui a été réalisée à peu près entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc au-dessus de l'Australie, au niveau de l'équateur, et jusqu'à Hawaï à peu près, enfin jusqu'au milieu du Pacifique équatorial. Donc j'étudie cette zone avec des échantillons d'eau sur les 1000 premiers mètres de l'océan. En profondeur, tu veux dire ? Ouais. Ok.
C'est la surface, mais vite fait quand même. Ouais. Oui, voilà. On pourrait aller plus profond, mais là, c'est les 1000 premiers mètres pour cette campagne. Après, Atlantique Nord, là, j'étudie les échantillons d'eau de mer d'une campagne qui a été réalisée, donc un parcours partant du Portugal jusqu'à l'Islande, puis à la pointe sud du Groenland et qui est revenu au Canada. Ok. Et après, l'océan Austral, c'est une campagne qui a été réalisée au sud de l'Afrique du Sud. Ok. Et ça, je ne sais pas trop si j'aurai le temps d'étudier cette partie pendant ma thèse. Mais voilà, les trois océans visés, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton titre de thèse dont tu voudrais nous parler avant qu'on passe un peu plus qu'est-ce que tu fais au quotidien, jour le jour, tout ça? Ouais. On peut peut-être parler du fer. Enfin, j'étudie... mon objet d'étude, c'est le fer. C'est assez spécifique. Enfin, j'ai étudié particulièrement qu'un élément chimique. Et je l'étudie pour plein de raisons, en fait. C'est un élément trace métallique qui est utilisé par le plancton pour réaliser la photosynthèse. Donc, il faut imaginer que le phytoplancton, c'est un peu les arbres de l'océan, quoi. C'est tout ce qui séquestre du carbone, du CO2. Et pour faire la photosynthèse, donc comme les plantes, il leur faut des nutriments. Un peu comme les plantes ont besoin d'engrais presque, et bien, il faut du fer au plancton pour qu'ils puissent réaliser la photosynthèse. Donc c'est un élément qui est hyper important pour tout le cycle biologique de l'océan, le cycle du carbone, le climat généralement. Et c'est un élément qu'on connaît assez peu, qui est en très faible quantité dès qu'on s'éloigne des continents, globalement, dans les grandes lignes. Et donc, c'est assez intéressant de l'étudier, de savoir d'où il vient, où il va, comment il se transforme, etc. Faire un rapide rappel sur la photosynthèse, qui est un peu l'inverse de notre respiration à nous, où on va capter de l'oxygène et relarguer du CO2. Les plantes, elles vont avoir tendance à faire l'inverse. Tu me coupes si je dis des bêtises, où elles vont capter le CO2 de l'atmosphère et générer, en tout cas libérer de l'oxygène dans l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est pareil pour le plancton, parce qu'il libère de l'oxygène dans l'eau du coup directement. Ouais, c'est ça. Donc c'est un processus qui est hyper important sur notre planète, quoi, parce que sinon, on peut imaginer qu'à terme on aurait eu une atmosphère remplie de carbone uniquement. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est comme ça que je le vois moi en tout cas. Donc un sujet hyper important, quoi. Ouais. Oui, c'est énorme tout le carbone qui est séquestré par le plancton au niveau des océans. On pense souvent à la forêt, on oublie un peu les océans. C'est vrai, ouais. Et c'est vraiment important. Et on estime que le fer limite à peu près la moitié de la photosynthèse marine dans tous les océans. Donc c'est vraiment un élément qui est clé à comprendre. Et est-ce qu'on a identifié d'autres facteurs limitants à part le fer, ou c'est vraiment le principal sur lequel on se focus actuellement? Donc le manque de fer est un facteur limitant assez important, mais ponctuellement, il peut y avoir d'autres facteurs limitants comme nitrate, phosphate, donc qui sont d'autres nutriments dont a besoin le plancton. Ok. Et une autre question sur ce fer-là, est-ce que, donc là tu dirais que ça limiterait à peu près la moitié des capacités qu'on pourrait potentiellement attendre de captation. Est-ce qu'on sait comment elle a évolué cette tendance au cours du temps? Est-ce qu'il y a 100 ans, on captait beaucoup mieux le CO2 de l'atmosphère? Dans quel sens ça évolue, quoi? Ouais. Le fer, il est principalement d'origine naturelle, donc il y en a beaucoup dans les roches. Donc ça n'a pas trop changé à l'échelle de 100 ans. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi dans par exemple, les poussières atmosphériques qui viennent de pollution. Ouais. Et donc, ils peuvent un peu, on dit, fertiliser l'océan. Et ça peut être modifié, c'est sûr, par les émissions des humains. Mais globalement, les zones où il y a
qui sont limités en fer, souvent, c'est que les apports sont limités, par exemple, parce qu'il y a des courants marins qui isolent ces zones des Ouais, apports, d'accord. ou des vents majoritaires qui vont apporter du fer. Par exemple, l'Atlantique équatorial est une zone assez bien fertilisée, on va dire, parce qu'il y a tout le sable du Sahara Ah oui, qui saupoudre la mer de fer. Et donc, il faut qu'en fait, ces grands éléments, ces grands vecteurs changent de courant, de vent, etc., pour que les zones limitées en fer changent. ok. Donc, c'est plutôt... ça a changé, bien sûr, dans l'histoire, mais c'est en général une échelle de temps beaucoup plus Ouais, grande. très, très grande. Ok, ça marche. Ok. Tu as parlé de plancton. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui servent justement à capturer ce carbone et pour lequel le fer est impliqué? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Ouais. Ok. Et dans l'abstract que tu nous as envoyé, il y a la mention du mot sédimentation pour faire des puits de carbone. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la sédimentation? Ouais. En fait, c'est donc les particules qui vont tomber, chuter dans l'océan et qui vont être qui vont arriver sur les fonds marins. Et ça, c'est ce qu'on appelle un puits, donc une sortie. On considère que ça sort de la boucle et c'est là qu'on va avoir une séquestration. Parce que si le carbone qu'on a séquestré, donc amené dans les océans, repart, qu'il est respiré, par exemple, par les bactéries, là, on n'a pas de sortie du modèle. Et la séquestration, il faut qu'il y ait une sortie et ça se fait par la sédimentation. Donc, c'est vraiment on peut imaginer des particules qui tombent dans l'océan et qui vont au fond et qui ne sont pas utilisées, qui ne vont pas être reminéralisées. Donc là, on va faire comme nous, notre respiration, donc l'effet inverse, prendre du carbone et le transformer en CO2, par exemple. Et donc, pour qu'il y ait sédimentation, pour qu'il y ait séquestration, il faut qu'il y ait une sédimentation, une sortie. Ok. On considère qu'ils seront plus jamais réintroduits dans le cycle. Non, pas à l'échelle des temps, Ouais, ok, des c'est temps toujours assez la même courts. chose. Ouais, ça dépend de l'échelle de temps, mais pas celle Ouais. qui t'intéresse. On va peut-être passer aux objectifs de la thèse, du coup. Quel était ton objectif et tes hypothèses quand tu t'es lancé là-dedans? Ouais. Donc, j'étudie les isotopes du fer. Donc, je m'intéresse à cet élément qui est très important. Et je pourrais seulement étudier les concentrations, ce qui est habituellement fait en océanographie chimique. Donc, savoir quelle quantité de fer il y a dans 1 litre d'eau, par exemple. Mais moi, je veux savoir quel isotope du fer et en quelle quantité il y en a dans 1 litre d'eau. Donc, je me disais, le fer a 4 isotopes stables, donc le 54, 56, 57, 58. Et mon but, c'est de savoir combien il y a de chaque isotope dans 1 litre d'eau. Donc, je veux savoir s'il y a un tout petit peu plus de 54 que de 56, par exemple. Et ça, c'est des mesures extrêmement compliquées à réaliser. Et le but, donc, c'est que je mesure cette quantité d'isotopes du fer dans 1 litre d'eau dans des échantillons d'eau de mer principalement. Et j'ai un peu exploité aussi des données sur des poussières donc atmosphériques, mais je me concentre principalement sur des échantillons d'eau de mer. Parce que du coup, l'hypothèse, ce serait que les planctons, ils vont utiliser les isotopes de façon différente. Que chaque isotope va avoir, je sais pas, soit un rôle ou il va être utilisé préférentiellement dans un des océans qu'on t'a identifiés ou des choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est une question qui n'est pas encore tranchée par la communauté scientifique. Donc un processus, par exemple, donc l'assimilation du fer par le plancton, peut préférentiellement prendre un isotope par rapport à un autre. Et pour le plancton, c'est pas encore tranché. Enfin, il y a des études, mais dans un sens ou dans un autre, et la question n'est pas encore tranchée définitivement. Donc pour savoir s'il prend un petit peu plus de fer léger ou un petit peu plus de fer lourd.
Et donc, connaître la composition isotopique, la signature isotopique en fer d'un échantillon, ça nous permet de remonter à des processus, par exemple, une fois qu'on a identifié ce qui génère. Et ça peut aussi nous permettre d'identifier des sources en fer, parce que les différentes sources de fer à l'océan vont avoir différentes signatures isotopiques. Par exemple, l'eau qui vient d'une rivière peut avoir un tout petit peu plus de fer lourd qu'une eau qui vient de poussière atmosphérique issue d'une industrie, par exemple. Et donc, en fait, par la mesure des isotopes du fer dans les échantillons d'eau, on peut remonter à des informations à la fois de sources et de processus. Que s'est-il passé, comment a été transformé le fer au cours de son trajet un peu jusqu'à l'endroit où on l'a prélevé. Ok. Est-ce que tu sais si les isotopes de fer, est-ce que c'est toxique le fer? Et est-ce qu'il y a des isotopes qui sont plus ou moins toxiques? Là, j'ai étudié un élément qui au contraire a un rôle de nutriment. Donc, il n'est pas toxique. Mais par exemple, il y a des études un peu similaires. On peut mesurer les isotopes du mercure. Et là, on va plutôt utiliser un toxique. Donc, les applications sont différentes. Oui. Ok. Et une autre question sur les isotopes. Ce que tu appelles lourd et léger, c'est lesquels? C'est ceux qui sont numéro atomique 54, il est léger ou il est lourd? Et qu'est-ce qui fait qu'on dit lourd ou léger? Le 54 est plus léger que le 56. Et donc, il a 2 neutrons en moins que le 56. Donc, le 54 sera plus léger que le 56. Ok, c'est son poids moléculaire, on va dire, pas une molécule, mais c'est son poids atomique qui est plus léger que l'autre parce qu'il a masse. Il a des particules en moins. Ouais. Ok, et du coup, on peut discuter des méthodes maintenant qu'on a fixé l'objectif. Comment tu fais pour détecter ces quantités de fer donc, qui doivent être minimes? Je ne sais pas si on a commencé à en parler ou pas encore, vu qu'on a perdu des morceaux de l'épisode. On peut revenir directement sur quelles sont les quantités d'eau, comment tu vas les récupérer, et ensuite comment ça se passe pour le dosage dans ton échantillon. Ouais. Alors la partie échantillonnage, on va dire, c'est peut-être celle qui est la plus spectaculaire et qui fait le plus rêver. Donc ça peut être l'océanographie, ça peut être des études tout à fait côtières, mais là j'étudie plutôt de la haute mer et des échantillons qui peuvent être assez profonds. Par exemple, j'ai des échantillons à 4000 mètres de profondeur. Et donc là, ma thèse s'inscrit dans un programme international qui s'appelle Géotrace. Donc les échantillons que j'ai viennent de campagne Géotrace. Donc c'est un programme international qui coordonne un peu la recherche sur toute la biogéochimie, géochimie marine. Et donc qui organise des campagnes en mer, donc dans la bouteille. Et quand on descend à la profondeur souhaitée, on peut la refermer. Okay. Et donc, on va avoir de l'eau précisément de moins 1500 mètres, par exemple. Okay. Et comme ça, on va remonter cette bouteille et on va récupérer ce qu'il y a dedans et le mettre dans différents flaconnages, rajouter de l'acide pour que ça reste plus stable, etc. Pour conserver l'échantillon. Donc, il y a tout un travail en amont de savoir où ce sera intéressant d'échantillonner. Et ça, notamment, on le sait parce qu'on regarde beaucoup les masses d'eau. Donc, c'est un peu des couches dans la mer qui sont définies par des mêmes caractéristiques, donc notamment en température, en salinité, donc la teneur en sel, la teneur en oxygène, par exemple. Et ça nous permet un peu de distinguer des groupes d'eau qui vont pas forcément se mélanger. Donc, par exemple, quand on descend 1000 mètres, on peut imaginer qu'on a 2 masses d'eau. Une eau douce et salée en surface, par exemple, et en dessous, une eau... non,
j'ai dit n'importe quoi, une eau douce et salée. Oui, On peut imaginer qu'on a une eau chaude et salée, par exemple, en surface, et une eau douce et froide en profondeur. Et donc, on va vouloir avoir un échantillon de chaque, par exemple, parce qu'elles ont des provenances différentes, des teneurs sûrement en éléments chimiques différentes. Donc, on a toute une étude comme ça, on descend des capteurs, on sait à peu près ce qui se passe sur la verticale, si on a plusieurs groupes d'eau, et donc on vise ce qui nous intéresse. Après, on le remonte à bord du bateau et on travaille avec du matériel qui est sans métal. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on est sur un bateau entièrement en métal et nous, on ne veut pas une seule poussière de métal. Donc, il y a 1 gramme de fer pour 40 piscines olympiques, on ne veut rien. Donc, on travaille dans des zones extrêmement propres, on travaille sans métal. Et une fois que c'est échantillonné, là, on n'y touchera plus jusqu'à revenir au laboratoire. Où là, on a des salles spécifiques, des conditions de propreté assez drastiques. J'imagine. Et du coup, j'imagine même pas la taille du bateau. Quelle quantité d'eau vous ramène ce bateau et quelle taille fait cette espèce de rosette qui descend pour récupérer de l'eau? Ouais. Moi, pour mesurer dans la partie dissoute, donc liquide, le fer, j'ai besoin d'un échantillon de 20 litres d'eau. Et la bouteille fait à peu près 12 litres en général, ou 8 litres. Donc, j'ai besoin de 2 bouteilles pour un seul échantillon. Ce qui est énorme et c'est pour ça aussi que c'est très peu mesuré, les isotopes du fer est très peu connu. Ça demande énormément de matériel, énormément de temps. Alors que normalement, avec 12 litres d'eau, on pourrait le mettre dans plein de flacons différents et mesurer 20 paramètres différents. Moi, je vais monopoliser 2 bouteilles juste pour une information. Ouais, juste pour la quantité d'isotopes, parce qu'il y en a tellement peu qu'en fait, tu es obligé d'avoir beaucoup de... Et j'ai une question un peu naïve, mais quand tu descends comme ça une rosette sur, je sais pas, des 1000 mètres, 4000 mètres, je suppose que tu récupères pas que de l'eau. Est-ce que ça vous arrive que ça capture T'as envie de dire des Allez, animaux, des poissons, T'as envie de dire des poisson, je le sens. des autre chose que juste de l'eau? Parce qu'il y a forcément des animaux, genre micro-organismes, etc., ça c'est sûr, même des plantes ou peu importe. Mais est-ce qu'il y a des macro-organismes, des poissons, des petits poissons, des choses que vous pouvez capturer des fois? Même si je suppose qu'il y a tellement peu, en fait, en quantité, que la probabilité qu'ils tombent dedans, elle est faible. Ouais. Oui, les poissons, j'en ai jamais vu. Après, j'ai fait qu'une campagne en mer pour l'instant. Mais il y avait une autre équipe, notamment une équipe de paléocéanographie qui étudie les océans anciens et qui prélève un peu un tube de sédiments, de boue, pour remonter dans le temps. Et eux, ils ont échantillonné une étoile de mer, par exemple. Pas de chance. Pas de chance, elle était là. Pourtant, le diamètre fait 10 cm, mais elle était au mauvais endroit. Mais sinon, non, je pense que les poissons, c'est assez rare. Et puis, la bouteille est ouverte. Il faudrait qu'il soit pile dedans. Ouais, il a sûrement peur, en fait, quand il voit débarquer le truc. Oui, puis le diamètre est pas si grand pour rentrer. Enfin, non, je pense que ça arrive rarement. Mais... Puis après, j'imagine qu'en termes de probabilité, l'océan, c'est beaucoup plus des micro-organismes et du vide, et de l'eau que des animaux. Donc la probabilité de tomber dessus... Ouais, tout à fait. Ok. Et donc, si on en vient à ta méthodologie pour mesurer les quantités et les concentrations, donc tu as dit qu'il y avait très peu de quantité par litre d'eau, donc vous utilisez quoi comme méthode d'analyse? Oui, alors pour la partie dissoute, on va pré-concentrer les éléments parce qu'on ne veut pas rester éternellement sur un échantillon de 20 litres. On préfère travailler avec une petite fiole. Donc on va pré-concentrer les éléments, donc garder tous les éléments, et puis après on va travailler donc avec une fiole. Là on va purifier, on fait une étape de purification, on veut garder que le fer, parce qu'au moment de la mesure, si on n'a pas fait cette purification, on pourra avoir des interférences, croire qu'on mesure le fer, et en fait on mesure 2 autres éléments qui sont associés, des choses comme ça. Et après toutes ces étapes, on a des mesures au spectromètre de masse.
Donc là où on distingue les éléments chimiques par leur rapport masse-surcharge. Et c'est comme ça qu'on va savoir quel élément est présent, en quelle quantité. Ouais, en plus, tu peux discriminer les isotopes d'un même élément avec cette méthode. Ouais. Ok. Mais il y a besoin d'un matériel qui est extrêmement précis. Ouais. Pour l'étape de préconcentration, vous faites comment ? Vous avez quelque chose qui capte le fer, qui va concentrer le fer dans un seul endroit ? Ouais. Une espèce d'aimant. Un peu, c'est le principe. C'est une résine qui va se lier avec les éléments chimiques et donc les garder. Et après, on va pouvoir travailler qu'avec cette partie-là. Ok. Et imaginons que dans ton eau, il y a des micro-organismes. Si certains, il y en a qui ont du fer dedans, est-ce que ce fer-là est capté ou est-ce que c'est que le fer qui est libre dans l'eau que tu récupères ? Ouais. Donc, on a la partie dissoute. Donc, c'est en dessous d'une certaine taille, en fait. On filtre l'eau. On va garder un filtre. Tout ce qui est au-dessus d'une certaine taille va être considéré comme des particules. Mhm. Tout ce qui est en dessous va être considéré comme du liquide. Et donc, ce qu'on va retrouver sur notre filtre, ça peut très bien être du plancton. Des fois, on a des filtres tout verts. Et donc, après, on va les traiter un peu comme n'importe quelle particule et on va faire des attaques à l'acide. Et donc, seulement garder le fer, par exemple. Toute la matière organique va être dissoute. Donc, oui, on va mesurer le fer qu'il y a dans le plancton. Une fois que tu as fait ça, donc tu as ton spectromètre de masse, est-ce que lui, il te donne la concentration du coup de chaque isotope ou est-ce qu'il te dit juste ça ? Je suppose que tu le calcules via des graphiques ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais. J'ai en tête le spectromètre, ça fait des espèces de pics, des graphes avec. Tu te souviens pas de tous tes cours. Bah c'est non. terrible. Comme tout le monde, en fait, la mémoire, c'est. Je te le fais pas dire. La mémoire, Je disais ça de façon sélectionne les trucs ironique. que tu utilises. Bon, je l'utilise pas trop le spectromètre. Donc on va connaître une quantité grâce au spectromètre de masse et puisqu'on connaît le volume qu'on a mis, c'est comme ça qu'on va retrouver une concentration, donc une quantité par volume. Ok. Ok, alors du coup, moi, là où c'est encore un peu flou, c'est une fois que tu as récupéré les concentrations des différentes zones que tu étudies, donc différents océans, comme on a vu, différents lieux géographiques, qu'est-ce que tu fais avec eux ? Tu les compares en fonction des régions ? Tu les compares à la quantité de plancton qu'on connaît dans cette région-là ? Qu'est-ce que tu fais de ces concentrations-là ? Donc, il faut savoir que les isotopes du fer, il y a très très peu de données dans le monde, parce que pour mesurer donc les compositions isotopiques de 80 échantillons, il y a 1 an de travail en laboratoire. Enfin, c'est énorme. Il faut un matériel de pointe, des conditions de salle blanche, etc., qui n'existent pas du tout dans tous les laboratoires. Enfin, un savoir-faire et du matériel. Donc, les comparaisons, on peut les faire, mais elles sont assez restreintes comparées à d'autres champs disciplinaires. Donc c'est super intéressant. Enfin, c'est de la recherche un peu exploratoire. C'est un outil très peu utilisé qui va mettre en lumière différentes choses. Donc, contrairement à ce que j'avais fait avant, on observe des choses et un peu par esprit de déduction, ça peut pas être telle source, ça peut pas être tel processus, etc. Donc, probablement, c'est cette explication. Mais c'est assez novateur. Ouais. Et là, par exemple, je peux vous donner un exemple. J'ai travaillé beaucoup sur les aérosols, donc prélevés au-dessus du Pacifique équatorial, donc les poussières atmosphériques. Et elles ont une signature isotopique qu'on n'explique pas directement et qui ne correspondent pas vraiment à une source possible. Donc on émet l'hypothèse qu'en fait, ces échantillons avaient une source et que leur composition isotopique a été modifiée pendant le transport dans les nuages. Et donc on essaye de dire que pendant le transport dans les nuages, il y a du fer qui part dans une partie plus liquide autour de la petite poussière. Et donc ça modifie
la signature isotopique parce que dans cette goutte d'eau qui entoure la poussière, il va y avoir un isotope qui part préférentiellement par rapport à un autre. Et ça, pour moi, je trouve ça impressionnant. J'ai jamais fait de la recherche comme ça. C'est assez novateur par esprit de déduction. Dire, on élimine toutes les hypothèses. La seule hypothèse, ce serait qu'il y aurait tel processus dans l'atmosphère. Et après, on offre un peu cette hypothèse à la communauté scientifique par des articles scientifiques. Et on leur dit, vérifiez, testez, voyez si ça paraît possible, faites des expériences en laboratoire. Donc, il y a des expériences en laboratoire qui avaient déjà été faites. On ne sort pas ça du chapeau non plus. Mais ça n'avait jamais été expliqué, par exemple, pour des données in situ, donc sur le terrain. Nous, on dit, bah oui, ça paraît cohérent. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Ouais, je comprends. Ça me fait poser une question sur comment tu récupères les échantillons justement dans l'air. Parce que pareil, pour l'océan, tu disais que tu faisais descendre des capteurs pour savoir où est-ce que tu étais, dans quel type d'eau, qu'est-ce qui se passait pour que tu prennes de l'eau au bon endroit. Pour des échantillons aérosols, comment tu choisis l'endroit? Ouais. Parce que je suppose que pareil, tu mets un tube, tu fermes et on a pris tout l'air qui était dans le tube. On va travailler que sur les particules. Donc un peu comme sur l'océan, on va filtrer l'air et on va récupérer un filtre et on va travailler sur ce filtre comme si c'était un filtre d'eau. Donc c'est que la partie solide un peu de l'air qu'on traite. Et alors je suis pas spécialiste de l'atmosphère, mais donc je suppose qu'on peut échantillonner à différentes altitudes, etc. Là nous c'est un capteur qui prend de l'air sur le pont du bateau, qu'il le dépose sur un filtre et puis on récupère le filtre et on sait que ce filtre, il a récupéré toutes les particules sur tel tronçon du circuit du bateau pendant tant de jours. Et il y a quand même un dispositif un peu pour arrêter le pompage d'air quand le bateau prend une certaine position pour être sûr qu'on ne capte pas les fumées du bateau ou des choses comme ça. Ok. Stylé. Moi, j'ai une question sur tes échantillons. Comment vous identifiez une potentielle contamination? Parce que du coup, on a vu que c'est des quantités très petites dans l'eau, que n'importe quel métal qui pourrait être en contact avec l'échantillon, il pourrait potentiellement les contaminer. Quand tu es dans ton labo, que tu as identifié une quantité, est-ce que tu as des moyens de savoir que le fer que tu as identifié, c'est parce qu'il y a eu un souci lors du transport ou je ne sais quoi, ou le filtre du laboratoire qui marchait plus, enfin la salle qui n'était pas 100% propre. Est-ce que vous avez des moyens d'identifier ça? Oui, ça va être assez rapide justement parce qu'il y en a en tellement faible quantité que si on a un apport, on va le voir très vite. Ouais, okay. Et autant les isotopes du fer ne sont quasiment pas mesurés, enfin très peu mesurés, autant les concentrations en fer sont très répandues. Donc on sait à quoi s'attendre, telle concentration de fer quand on est à 2000 mètres de profondeur dans l'océan. Ouais, d'accord. Et si on sort complètement des valeurs, on va suspecter une contamination et on va pas publier la donnée. Ouais, je vois. Mais finalement, c'est le fait que les quantités soient très petites, c'est un avantage pour au moins les Quand tu passes à 1 contaminations, gramme quoi. au lieu de 0 nanogramme, Oui, voilà. Encore quelqu'un qui a toussé dans l'échantillon. Là. Je me demande, tu parles de salle blanche, t'as quoi sur toi comme équipement pour pouvoir toucher ces échantillons? Je suppose que tu fais faire une espèce de gants comme dans les films où tu es dans une espèce de boîte et il n'y a rien qui rentre dans la boîte. Ouais. C'est un peu ça. J'ai des sabots, j'ai une blouse avec une capuche intégrée. Donc j'ai vraiment que mon visage qui dépasse, pas mes oreilles ni rien. Et j'ai des gants. Mm-hmm. Et après, c'est un air filtré qui est à l'intérieur. Et je travaille beaucoup sous Sorbonne ou sous Hoth, donc donc derrière une vitre. Je passe juste mes mains en dessous de la vitre et je travaille derrière la vitre en
et l'air qui est en dessous est de l'air pur, donc qui vient pas, pour qu'il y ait le moins de transfert entre moi et l'échantillon, aussi pour me protéger quand j'utilise des acides dangereux, mais aussi pour protéger la propreté de l'échantillon. Ok. J'ai une question, Ka. Tu voulais poser une question? Je t'en prie. Est-ce que tu disais que les concentrations de fer, ça peut un peu connu dans la littérature scientifique. Est-ce qu'on sait s'il y a des endroits où il n'y en a quasiment pas et du coup, c'est pas du tout un endroit où il y a du plancton typiquement qui fait de la photosynthèse et qui intègre ce fer? Et est-ce qu'il y a des endroits où on sait qu'il y en a énormément, entre guillemets énormément, et c'est vraiment une source de capture du carbone à cet endroit-là, enfin du CO2 à ce Ouais. Oui, les zones où il manque du fer et où ça limite l'activité des planctons sont bien connues. Et par exemple, on a l'océan austral qui est au pôle sud, autour de l'Antarctique, qui est une zone assez limitée en fer, notamment parce qu'on a un courant qui tourne autour de l'Antarctique qui va un peu isoler ce continent et cet océan du coup, du reste des apports. Et comme le fer vient principalement, par exemple, est apporté par les fleuves, donc l'érosion des roches, cette zone est un peu coupée du reste. Donc là, par exemple, c'est une zone où il manque du fer. Et après, il existe des techniques de géo-ingénierie où on propose de saupoudrer l'océan de fer et du coup que ça résoudrait tous les problèmes du climat. Ça, c'est extrêmement controversé. C'est un peu jouer au magicien avec le climat. Et l'impact sur le plancton est déjà assez peu démontré. Mais alors sur tout le reste de la chaîne alimentaire, là, c'est pas démontré. C'est assez controversé. Il n'y a aucune preuve de l'efficacité de cette technique. En tout cas, moi, mon étude, ma thèse s'inscrit dans une compréhension du fer, pas du tout dans un but de géo-ingénierie. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense forcément quand tu discutes ces sujets. Te dire, bon, on va faire des petites tuiles de fer, on va faire fiu dans le souvent, quand c'est la première idée, c'est rarement la bonne. Ça, c'est sûr. Quand même bien préciser ça. Parce que je suppose que, imaginons que le plancton, il capte bien ton fer et tout, ça veut dire qu'après, il y a des millions de planctons qui cumulent plus que nécessaire et ça va changer la chaîne bioalimentaire. Oui. L'écosystème va changer si tu augmentes énormément la probabilité qu'une espèce se développe par rapport aux autres. Il y a des chances que ça change. Oui. Et est-ce que le deuxième échelon de la chaîne alimentaire qui se nourrit de ce phytoplancton, est-ce qu'on ne veut vraiment croit pas en conséquence, etc. Enfin, il faut donc pour que ce soit un puits de carbone, que ce soit extrait un peu de la boucle. Enfin, donc c'est là qu'il faut prouver une séquestration du carbone. Ouais, on pourrait potentiellement juste augmenter la quantité de carbone disponible et en inclure dans un cycle et le faire tourner encore plus sans qu'il soit capturé et sorti de ce cycle-là, quoi. Oui. Et si on s'adresse à ceux qui voudraient bosser dans un domaine similaire au tien, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ta journée, combien de fois tu es allé faire du bateau, est-ce que c'est beaucoup de la paillasse comme tu as dit derrière en travaillant sous haute, est-ce que c'est derrière ton PC à manipuler les données, c'est quoi un peu tes journées type? Un peu tout. Alors oui, j'ai eu la chance de partir en campagne en mer pendant un peu moins d'1 mois et demi. Donc ça, c'était super. Et très intéressant. C'est un peu la première étape de tout ce que je vais faire. Donc c'est super important de le voir aussi. Mais par contre, ça paraît long par rapport au juste le fait de prélever ton échantillon. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi des voyages aussi longs? Ça fait partie du programme international Géotrace et c'est des grosses études de processus ou des transects d'un bout à l'autre de l'océan, donc c'est souvent assez long. Mais il existe en effet des études plus côtières où là les gens vont sur le terrain plus régulièrement et juste 1 ou 2 journées. Donc j'ai pu partir un peu moins d'1 mois et demi sur 3 ans. Après, j'ai à peu près 1 an de chimie, tous les jours, du matin au soir. Enfin, c'est assez long.
Donc là, oui, c'est du travail de paillasse, de filtration, d'acidification, voilà. Et j'ai du travail après de traitement de la donnée. Donc déjà la donnée brute qui sort du spectromètre de masse. Et après tout le travail de l'interprétation. Donc tracer des graphiques en fonction de la profondeur, de tels paramètres, de la température, de la teneur en sel. Et aussi j'ai un gros travail de bibliographie à faire, donc un peu comme toutes les thèses, savoir ce qui a été fait ailleurs, voir un peu les points d'intérêt de la recherche. Après un travail de rédaction, d'articles scientifiques et de manuscrits de la thèse. Donc j'ai quand même à peu près la moitié du temps qui a été du terrain ou de la chimie, et l'autre moitié, ça va plutôt être de la bibliographie, de l'exploitation de données, de la rédaction. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des méthodes ou est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé ? On a fait le tour. Okay. Ouais. Est-ce que tu as déjà des résultats un peu de ce que tu as fait ? Est-ce que... Ouais. Alors, comme résultat, du coup, j'ai ce résultat sur les aérosols prélevés au-dessus du Pacifique. Mais là, je regardais aussi des résultats de composition isotopique du fer dans les échantillons d'eau de mer du Pacifique. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en plein milieu, donc il faut imaginer qu'on est en plein milieu du Pacifique, au niveau de l'équateur, en plein milieu de l'océan. On connaissait une source de fer assez importante, donc un courant qui va de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc du côté plutôt Australie, et qui allait vers l'est, donc, et qui apportait du fer à cette région. Et nous, par les compositions isotopiques qu'on mesure, on voit potentiellement une deuxième source de fer dans cette zone du Pacifique équatorial. Et c'est une zone, surtout à l'est, où le manque de fer limite la production primaire. Donc c'est assez intéressant de voir une deuxième source, de mieux comprendre du coup ce qui régule un peu les facteurs d'entrée, de sortie d'un milieu, qui est aussi important. Et dans cette étude aussi, on a une composition isotopique assez marquante qui met en avant un processus donc de passage du fer de la partie particulaire, solide, à la partie dissoute. Et d'une certaine manière, donc sans réduction, c'est un terme en chimie. Mais voilà, on identifie, avec cette étude dans l'eau de mer, on identifie à la fois une nouvelle source de fer à tel endroit de l'océan, et à la fois un processus qui est hyper important dans toute cette zone près de la Papouasie, du Pacifique équatorial. Ok. Et tu as déjà fait un article par rapport à ça, du coup ? Oui, j'ai soumis un article. Là, j'ai renvoyé les corrections hier. Et voilà, j'attends. J'espère que ce sera positif. J'ai eu de la chance de bénéficier de données déjà disponibles pour le Pacifique équatorial. C'est pas moi qui ai fait les mesures, sinon ce serait jamais allé aussi rapidement. Donc d'une ancienne doctorante qui a fait les mesures avec toute l'équipe de toulousaine. Et donc je valorisais ces données, j'essayais de les interpréter, de comparer à la bibliographie, de faire tout le travail de rédaction. Et là maintenant je vais pouvoir passer plutôt à la partie expérimentale, chimie, où là j'ai des échantillons d'une campagne dans l'Atlantique Nord qui n'ont pas du tout été encore analysés. Donc là j'ai tout un travail dessus à faire et après interpréter, publier les données. Ok. Donc là, tu as fait la moitié de ta thèse, c'est ça ? Oui. Okay. On aime bien demander aux gens qui viennent ici qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse ? Parce que c'est des grosses journées de chimie que tu fais. Est-ce que tu as des activités en dehors qui te permettent de sortir un peu la tête de l'eau ? Et là, ma blague, elle est super. Oui.
Elle l'est moins si c'est toi qui le dis. Ouais, je sais. Je sais, mais moi, j'aime bien le côté cringe de... Ok. Voilà, donc j'ai cette interprétation, la vie sur ma blague. Oui, bah, je fais pas mal de sport, ça aide, je pense. C'est un bon conseil en thèse. J'ai la chance, du coup, d'habiter à Toulouse et tout est fait un peu pour le vélo. Donc, j'essaie d'aller en vélo à mon travail et mine de rien, ça change pas mal les choses. Même quand il pleut. Ouais, mais il pleut Wow. pas souvent à Toulouse. Contrairement à Bordeaux. Oui, voilà. Ok. Donc, j'ai pas mal de sport. Et puis, la thèse, c'est super aussi parce que souvent, on est avec une bonne équipe un peu de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs. Et donc, on a un bon groupe qui allons au sport ensemble et après sortir, enfin voilà, avoir une vie différente. Et le week-end, je m'interdis autant que possible de travailler sur la thèse. Pour l'instant, ça tient à peu près. Et ça, c'est quelque chose dont je suis contente. Enfin, c'est très important, la recherche, la science, etc. C'est important aussi de garder une vie à côté. C'est sûr, ouais. Et donc là, je fais diverses choses. Je vais voir ma famille, je vais voir mes amis, enfin, d'autres choses. Après, j'ai un peu, en dehors de la thèse, j'ai un peu d'enseignement. Ouais. J'aime bien. Enfin, c'est les contrats auxquels on peut répondre en thèse. Et donc ça me tient à cœur et j'aime bien faire ça aussi. Mais c'est un peu plus travail quand même. Ouais. T'as choisi, c'est des programmes, c'est ça? Tu peux choisir le nombre d'heures que tu donnes par an. Ouais. Et tu fais combien d'heures et tu sais à quel niveau que tu enseignes? Licence, master? Je donne donc 32 heures. C'est soit 32 heures, soit 64. Ça paraît peu, mais souvent, une heure, c'est 2 heures de boulot chez soi, à peu près, pour les contrats d'enseignant, parce que dedans, on n'inclut pas le temps de préparation, le temps de préparation d'examen, de correction d'examen, de surveillance, etc. Et j'enseigne donc la géologie à des licences, licence 1 ou licence 2. Et j'ai aussi donné quelques interventions à Sciences Po Toulouse. Mais ça, niveau master, sur des projets de recherche. Mais ça, c'est un peu plus à la marge. Ça ne fait pas partie de ce contrat de 32 heures. Ouais, t'as quand même gardé un pied dans Sciences Po, vu que tu as ton diplôme et que tu te dis, bon, je peux enseigner aussi à côté. Okay. J'aimerais bien, ouais. Donc l'objectif après, c'est de faire enseignant-chercheur, du coup? Oui, je pense que ça me plairait vraiment beaucoup, enseignant-chercheur ou chercheur. Ouais. Donc l'objectif après, c'est de trouver un postdoc. J'aimerais bien partir à l'étranger et le faire rapidement après la thèse. Je pense que ce serait mon objectif, mais bon, c'est encore dans longtemps. Et ouais, autant que possible, j'aimerais vraiment rester dans la recherche. Enfin, ça me plaît énormément. J'ai travaillé 1 an avant de faire ma thèse en tant qu'ingénieure et c'était hyper intéressant aussi, mais c'est vraiment la recherche qui me plaît le plus. Donc j'espère pouvoir continuer là-dedans, tout en sachant que c'est un peu laborieux. Ouais, je sais. Les opportunités, c'est sûr que... Disons que c'est difficile d'établir un plan précis à l'avance. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je sais que ceux qui ont trouvé un peu facilement en postdoc, c'est des gens qui ont, par exemple, fait des courts séjours pendant leur thèse ou juste à la fin de leur thèse dans un labo. C'est genre un peu en mode visite pendant 1 mois ou 2. Tu te dis, ils savent faire une technique que moi, je ne sais pas faire. Ça peut m'aider pour ma thèse. Du coup, je fais un petit séjour chez eux. Ouais. Et après, tu as déjà des contacts dans le labo et ça permet de potentiellement trouver des... En fait, une fois que tu as intégré le réseau, tu te retrouves avec les échanges de mails de quand il y a un poste dispo, quand il y a un appel à projet, ils pensent à toi, tu vois, c'est des trucs, c'est des tout petits trucs, mais en fait, c'est hyper important. Oui, c'est sûr. Il faut intégrer le réseau un peu. Moi, j'ai pas d'échange entre laboratoires prévus pendant ma thèse, mais déjà, rien que la campagne en mer, ça fait un peu ce boulot. C'est sûr. Pendant 1 mois et demi, tu as le temps de discuter avec des gens.
j'imagine. Il y avait beaucoup de nationalités sur le bateau où vous étiez? Ouais, on était 22 scientifiques et 11 nationalités. Waouh. Ouais, c'était super. J'étais la seule française. C'était sympa aussi, enfin, immersion totale. Et ouais, c'était vraiment super intéressant. Et tu as repéré des labos avec qui tu pourrais travailler ou tu aimerais bien aller en postdoc via cette expédition ou de façon générale sur ton travail? Oui, ça m'a donné quelques idées. Après, je ne sais pas du tout si j'irai en postdoc ou pas, parce qu'il y a un labo qui a l'air très intéressant, par exemple, mais qui est en Allemagne du Nord, donc ça me vend un peu moins de rêve. Alors, je vois pas pourquoi tu dis ça, mais ok. Il est embauché par une boîte allemande. Ah non, mais je pense comme toi. Quand je vais en visite là-bas, je suis en mode bon. Il va en séminaire tous les ans, là. Ah oui, c'est sûr. J'y reste pas des semaines, quoi. Ouais. Mais non, bien sûr, ouais, ça m'a fait rencontrer des scientifiques, des laboratoires. Et puis sur le bateau, les places sont tellement comptées que chacun a une spécialité. Donc c'est hyper enrichissant aussi de voir tout ce qu'on peut faire et en fait comment on relie nos trouvailles un peu aux trouvailles des autres. Ouais. C'est super chaud. Et est-ce qu'il y a des thématiques de recherche que tu aimerais explorer, que tu n'explores pas dans ta thèse? Peut-être que tu as eu l'idée justement sur cette expédition en rencontrant d'autres chercheurs de domaines similaires, mais pas exactement. Oui, un peu. Pas particulièrement par rapport à l'expédition en mer, mais plus par rapport à ce que j'ai fait avant. Je travaillais aussi pour mesurer donc, des éléments traces métalliques dans l'eau, mais plutôt des contaminants cette fois. Et peut-être que j'aimerais bien revenir vers là aussi, parce que j'aimerais garder un côté un peu impact socio-économique, etc. Donc je pense que ça peut se faire par le biais de polluants, mais j'ai de très vagues idées, quoi. Pas spécifiquement. C'est pas des questions pièges, hein, c'est juste si jamais... Si jamais tu veux faire un appel à un labo, alors j'aimerais bien venir en postdoc chez vous. Tu peux le faire. Ok, trop bien. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce que tu fais. On te souhaite bonne chance pour l'article déjà, qui est la première étape, la première échéance à venir, puis pour la thèse et pour le reste. On espère que Reviewer 2 sera gentil. En général, c'est celui qui dit non. C'est pas très encourageant. C'est bien. Non, tu sais bien traiter nos invités en tout cas. Mais c'est un mème qui passe sur les réseaux des chercheurs. Parce que tu sais, t'as toujours des reviewers qui sont hyper gentils en mode « Ah, il est super votre travail, bien, je vous demande que quelques mini-corrections. » Et il y en a toujours un qui te fait des pavés de 15 km. Il faut tout changer. Je n'ai pas tout changé en fait. Est-ce que pour finir, on ferait pas des petites recommandations culturelles? Si. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez aimés récemment, par exemple toi Capucine? Est-ce que tu as un truc à nous recommander? J'ai un livre que j'ai lu qui n'a rien à voir avec les sciences, qui m'a vraiment marqué, de Serge Chalandon. C'est Le 4e mur. Je sais qu'il est sorti en film récemment. Je ne suis pas allée voir le film, mais le livre, je le recommande. Le film s'appelle pareil? Ouais. Ok, je connais ça me dit un truc le nom, mais je n'ai pas vu ni lu, mais ça me dit un truc. Ouais. Ça parle de quoi? C'est un projet culturel un peu pendant la guerre au Liban. Donc le but, c'est un peu une utopie de stopper la guerre, histoire de 2 heures, pour faire une prestation de théâtre. Et le film est incroyable et tous les livres de cet auteur sont vraiment super. Ok. Ouais, je connais pas, ça marche. Et toi, Laura, est-ce que tu as un truc? Moi, je vais recommander des festivals de vulgarisation scientifique que je recommande souvent, mais c'est parce qu'en fait, l'épisode va sortir en avril, donc normalement, vous êtes en avril. Enchantée. Il fait beau dehors et tout. Normalement, le programme, la billetterie de Pint of Science va sortir, ou est déjà sorti quand on diffuse l'épisode. Pint of Science, pour rappel, c'est le plus gros événement de vulgarisation scientifique internationale. C'est partout dans le monde, surtout dans les grandes villes où il y a des universités, les 3 mêmes jours en mai. Donc là, cette année, c'est le 19, le 20 et le 21 mai. Le soir, dans les bars, il y a des chercheurs et des chercheuses qui vont venir parler de science de façon vulgarisée, avec un petit diapo, des fois avec des petits accessoires. Il y en a qui font des ateliers, ça peut être très sympa.
L'année dernière, par exemple, pour vous donner une idée, à Bordeaux, il y avait des chercheurs qui étaient venus faire une présentation de musique faite par ordinateur. Donc, ils avaient programmé un ampli avec un logiciel. Et donc, du coup, ils branchaient leur guitare sur leur ordi et ça faisait comme s'il y avait un ampli, sauf qu'ils n'avaient pas d'ampli. Donc, il y a plein de trucs qui peuvent être faits. On avait eu des petits robots aussi qui avaient des comportements particuliers. Donc, ils avaient fait des exemples, enfin des présentations de robots qu'ils avaient fait, qui étaient dirigés par des IA. Donc voilà, c'est en mai. Il va y avoir plein de sujets divers et variés sur toutes les sciences possibles, imaginables, partout dans le monde. Et donc, autour de chez vous, si vous habitez une grande ville, il y aura sûrement quelque chose à voir. Donc, je vous encourage beaucoup à y aller. Et j'avais dit aussi que je recommanderais le Frames Festival, parce que c'est un festival de web vidéastes qui est en avril à Avignon, fin avril, du 23 au 26. Donc, du 23 au 25, c'est pour les professionnels, et du 25-26, c'est pour le tout public. Et il y a des présentations, des conférences, un comedy club, plein de choses. Et c'est des gens d'internet, donc il va y avoir du youtubeur, des streamers, streameuses, des gens qui font de la vulgarisation, des gens qui font juste des vidéos sympas. Il y a du jeu vidéo aussi, un peu de tout. Voilà. Et donc il y aura sûrement encore des places, même une semaine avant. Il y a toujours un peu les late, les derniers billets. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, c'est super. Sachant que vous pourrez nous retrouver à chacun des deux. Ouais. Alors, je sais pas si on aura le matériel pour enregistrer aux deux, mais en tout cas aux Frames, il y a des chances qu'on se croise et qu'on sera peut-être en train d'enregistrer quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous reconnaissez à la voix, du coup. Non, je pense qu'on nous voit sur Instagram aussi de temps en temps. Ouais. Mais ouais, nous on sera aux deux, c'est super, donc n'hésitez pas à venir. Et moi, pour mes geeks sûrs, j'étais en train de jouer ce matin à ce jeu qui s'appelle Returnal. Et c'est un jeu super, c'est un roguelite en vue à la troisième personne, sur une planète genre ambiance alien un petit peu. Et c'est super, c'est un jeu assez difficile, il faut s'accrocher, mais je le recommande très fort. C'est comme tous les roguelites, c'est-à-dire que chaque partie, tu recommences à zéro, tu vas ramasser des armes différentes, il faut faire des combos avec des items, en fait, faire des synergies entre les objets pour arriver à un build cohérent. Et c'est une mécanique très addictive, et je pense que ceux qui jouent à ce genre de jeu savent. Et ça, c'en est un très bon, donc je vous le recommande très fort. Donc voilà. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram si vous voulez un peu des news, des suivis des sorties, des petits rappels de allez écouter cet épisode, il est sorti, n'hésitez pas à y aller. Évidemment, vous pouvez écouter nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. On a un petit Patreon qui ne demande qu'à être abreuvé de votre argent. N'hésitez pas à passer. Je pense que, je ne sais pas si ça s'entendra du coup au montage, mais cet épisode a été un peu chaotique parce que le matériel nous a lâchés au milieu. Capucine a été très gentille, elle n'a pas fui au premier problème technique en sentant un bourbier arriver. Donc voilà, nous on a besoin d'investir maintenant, donc on va solliciter notre producteur. Et ce serait plus simple si on venait en plus avec des arguments. Regarde, il y a plein de gens sur le Patreon qui nous soutiennent, évidemment, qu'on peut changer tout le matos. Donc là-dessus, on compte sur vous. Merci d'avance. On a le Discord également sur lequel vous pouvez passer. Et puis voilà. Et pour rajouter, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous, en parler, mais aussi à mettre des commentaires quand c'est possible et mettre des étoiles sur les plateformes qui le permettent, parce que ça permet d'améliorer le référencement. Ouais. Et si jamais vous êtes doctorant ou doctorante et que vous avez envie de passer, même si vous n'êtes pas à Bordeaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Peut-être qu'un jour, on pourra capter. J'en ai qui sont en attente et que peut-être on va pouvoir croiser, parce qu'on a tendance à se balader un peu en France pour voir des copains. Et à l'occasion, peut-être qu'en fait, on tombe sur votre ville. Clairement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y a l'adresse mail, mais sinon, orthez.e.vous@gmail.com, mais vous pouvez aussi faire ça par Instagram, il n'y a aucun problème. Trop bien, mais merci encore, Capucine, d'être venue. Ouais, merci, c'était vraiment, je suis ravie d'être là. Ouais, trop bien. Et puis... Contente que ça t'ait plu. Ouais. Tu vois, est-ce que t'es stressée maintenant? Non, tout va bien. Après moult péripéties. Ouais. Ça déstresse, hein, ça détend. Ouais. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais. À bientôt. Salut.